C'est avec beaucoup d'engagement, mais aussi beaucoup d'humilité, que je m'adresse à vous ce soir et que le groupe organise ce type d'événement. Parce qu'avant tout, le sujet qui nous rassemble dépasse les individus et les organisations. Et si nous avons souhaité organiser cette table ronde autour de l'ouvrage de Laurent Rosset, associé du groupe, Adaptation intégrale. Laurent, tu vas nous expliquer ce titre tout à l'heure. Eh bien, ce n'est pas un hasard, même si l'actualité nous a rattrapés et nous donne raison. Nous sommes aujourd'hui à un moment charnière. Celui où le changement climatique n'est pas juste une hypothèse pour celles et ceux qui en doutaient. Le changement climatique est là. Nous l'avons vécu dans notre chair ces dernières semaines, et avec lui vient cette idée d'un monde qui ne serait plus viable. Cela remet en question nos références de conception, nos modèles économiques, mais aussi notre posture intellectuelle et professionnelle. C'est précisément pour cela qu'il est essentiel d'ouvrir le débat, de nous retrouver, parce que la question de l'adaptation est, par essence, systémique et collective. Le livre de Laurent apporte, il me semble, une contribution précieuse à ce débat. Il nous invite à opérer un déplacement fondamental. Ne plus penser uniquement en termes de performance carbone, mais en termes de capacité de nos bâtiments, nos villes, nos territoires à résister, à évoluer et à rester viables dans un climat instable. Autrement dit, à passer d'une logique d'optimisation à une logique de protection et de robustesse. Mais au-delà du constat, ce qui me semble particulièrement important dans cette démarche, c'est qu'elle ouvre des perspectives, de nouvelles collaborations, d'autres manières de concevoir, de nouvelles formes d'innovation et aussi un nouveau récit pour nos professions. Je présente 2 minutes Pierre-Yves Legrand. Donc mon métier est de faciliter les transformations régénératives de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement, et donc il y a du boulot. Et à ce titre, j'ai accompagné Laurent Rosset dans cette année passée qui lui a été nécessaire pour écrire l'adaptation intégrale, 1 an. Et justement, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi, Delphine Bégy le disait, se posait la question, pourquoi l'adaptation intégrale? Bon, comment tu es arrivé à dire c'est l'adaptation intégrale dont il faudra qu'on parle? Alors pour plusieurs raisons. Déjà, l'adaptation intégrale, pour moi, c'est cette façon en fait de refondre complètement, c'est une refondation complète de notre manière d'aménager notre cadre de vie. Parce qu'il me semble que compte tenu des aléas devant nous, des crises devant nous, il faut avoir cette capacité de se dire ce qu'on a fait jusqu'à présent, on l'a sûrement fait avec le plus de conscience professionnelle possible, mais on le voit bien, à ses limites en termes de capacité à rendre les choses habitables. Donc c'est déjà notre manière d'aménager notre cadre de vie. Mais en fait, ça va plus loin que ça. En fait, c'est aussi la façon de vivre. Il me semble que pour que nos villes restent viables, pour qu'on continue de protéger l'ensemble de la population, notamment les plus vulnérables, il faut aussi interroger notre façon de vivre. Et j'irais même au-delà de ça, sûrement nos méthodes. C'est-à-dire que la façon dont on fait nos arbitrages aujourd'hui sur les projets, la façon dont on fait aussi du préventif plutôt que du curatif. Aujourd'hui, on a un aléa qui frappe un bâtiment, qui frappe une ville, on va réparer, etc. Je pense qu'il faut qu'on bascule dans une conception préventive face à ce qui nous arrive. Donc ça, c'est le premier point. C'est vraiment cette... Et tu en as combien de points? 2 autres. D'accord. Je me connais bien. Donc ça, c'est la reformation. Ensuite, pour moi, c'est une démarche d'intérêt général, en fait, qu'il faut penser l'adaptation intégrale comme une démarche d'intérêt général. À savoir que ça doit intéresser toutes les politiques, et pas que les politiques de l'environnement, le droit de l'environnement, le droit de l'urbanisme. Il me semble que si on passe vraiment dans une société adaptée, ça va intéresser le droit social, le droit fiscal, j'en parle dans le bouquin, voire le droit pénal. Par exemple, je dis souvent ça, alors ça choque un peu, je dis que si on continue, nous les maîtres d'œuvre par exemple, de faire notre travail comme on le fait aujourd'hui, comme si on pouvait toujours utiliser les mêmes règles et tout ça, alors que tout change, demain, on peut assez rapidement être accusé de défaut de conseil climatique, alors qu'on a respecté les règles actuelles, vous voyez. Donc ça, c'est
Ça, pour moi, c'est une... Là, il y a un petit frisson quand même dans la salle. C'est un petit frisson. Donc cette démarche d'intérêt général, aussi, je dis ça parce qu'elle touche tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, personne, même dans cette salle, personne dans nos amis, nos proches, personne ne va échapper à cette nécessité d'adaptation, en fait. Ça touche tous les êtres humains, et surtout les plus vulnérables, d'ailleurs. Il me semble qu'on doit continuer notre métier en faisant les choses le plus inclusives possible. Hein, c'est notre ADN chez nous. Mais je dirais même que ça touche aussi tous les êtres vivants. Parce que là, il y a un peu un angle mort. Personne ne s'intéresse vraiment à l'adaptation, finalement, de nos écosystèmes, autres que les hommes et les femmes, ou les femmes et les hommes. Et personne ne va les adapter. Et on a besoin d'adapter nos écosystèmes d'autres espèces qui ne vont pas survivre à ce qui arrive et dont nous dépendons. Voilà. Et le troisième point? Alors, le troisième point, alors il est vraiment plus proche de notre métier, c'est cette stratégie finalement qu'on doit avoir. On va l'appeler systémique, globale. Vous voyez ce que je veux dire? Décloisonnée, intégrale, désilotée, intégrale. Et là, deux sous-familles, deux petits points à vous dire, sans vous perdre. C'est cette capacité, si vous voulez, à regarder les risques qu'on va affronter à 360 degrés. C'est-à-dire, j'entends par là, bien sûr, il y a les risques climatiques. Hein, je ne vais pas vous les faire les 10, il y en a 10. Il y en a 5 qui proviennent un peu de l'air, hein, vous les voyez tous. Ceux qui viennent de l'eau et ceux qui viennent du sol. Bon, sans les détailler, on les retrouve, ils sont dans tous les documents, notamment le guide qu'on a co-rédigé avec pas mal de gens dans cette salle. Mais au-delà de ces risques climatiques, en fait, les risques sont systémiques. J'entends par là que s'agrègent à ces risques climatiques, sont exacerbés par ces risques climatiques des risques sociaux, des risques sanitaires, des risques pénuriques, des risques logistiques. Et quand vous classez les bâtiments, ce qu'on ne fait pas encore d'un point de vue climatique, on le fait d'un point de vue sismique, on ne le fait pas d'un point de vue climatique, par niveau d'importance. Si vous dites par exemple, je classe les hôpitaux en niveau d'importance élevé ou très élevé. Pourquoi? Parce qu'ils concentrent les risques. Vous voyez bien qu'il n'y a pas que les risques climatiques qui frappent l'hôpital. Il y a des risques en boule de neige, en effet cascade, qui s'agrègent, qui sont intensifiés à l'hôpital. Pourquoi? Parce que s'il y a une crise, par exemple, de canicule très longue, il y a une crise sanitaire qui vient derrière, qui peut être aussi assortie à une crise logistique, avec manque de moyens pour soigner les gens, etc. Et on voit bien que tout ça, ça s'amplifie. Donc il faut regarder les risques à 360 et accepter de les combiner. Ils sont combinatoires. Voilà. Et enfin, dernier point, c'est le plus compliqué, je vous l'ai laissé pour la fin. En fait, cette conception, cette stratégie de conception systémique, elle est multidimensionnelle. Ça, c'est un peu nouveau aussi. C'est-à-dire que si on veut trouver les bonnes solutions d'adaptation, on doit se projeter dans 6 dimensions. Alors là, tu ne vas pas les faire les 6. Pas les faire les 6. Il faut lire le bouquin. Voilà. Et en plus, il faut donner envie aux gens Il y a 6 dimensions, vous pourrez voir ça. J'appelle ça la pyramide d'Hommage-L'eau. Et quand même, je suis sûr que tout le monde se pose la question dans la salle, qu'est-ce qui fait qu'un matin, ou un soir, ou un moment, tu t'es dit, je vais écrire un bouquin de 500 pages écrit en petit, qu'on va faire éditer au moniteur sur l'adaptation. D'où il y a la motivation? Comment c'est arrivé ça? Alors, c'est un peu responsable de ça, parce qu'on a travaillé 10 ans à Novabuild ensemble. C'était le directeur de Novabuild, j'en étais le président. C'est un gros cluster de l'éco-construction au Pays de la Loire. Et c'est vrai que dès 2019, quand on a organisé le congrès Cities to Be, on avait posé ensemble cette idée de dire qu'on ne peut plus... Il faut bien sûr atténuer nos impacts, mais il faut aussi adapter nos villes, nos territoires. Ça, cette première graine, c'est vraiment 2019. On n'écrit pas un livre avec ça. Non. Et il y a un truc qui m'a apparu, je me suis dit, en fait, quand j'ai commencé à étudier cette question de l'adaptation intégrale, je me suis dit, c'est assez touchy comme truc, parce qu'il faut à la fois beaucoup de cartésiens, c'est-à-dire il faut beaucoup d'ingénieurs, en fait. Pourquoi? Parce qu'on a des expositions à analyser, des vulnérabilités à mesurer, on a des simulations à faire, on a des risques à évaluer. Vous voyez, ça c'est très un peu science, cerveau gauche, cartésien, ingénierie, etc. Et en même temps, c'est les 6 dimensions là où on trouve des solutions. Les solutions adaptatives, j'y reviens. Ça demande de réfléchir out of the box. Vous voyez, ça demande un esprit inventif, créatif, parce que les solutions qu'on va aller chercher, qu'on doit aller trouver, en fait, elles n'existent pas. Il n'y a pas ces solutions sur l'étagère.
Il va falloir que... Et là, pour moi, c'est vraiment plutôt le cerveau droit. Dans le bouquin, j'appelle ça les soft skills de l'adaptation. Je me suis même amusé à appeler 60 ça... pages là-dessus. Je me suis amusé à appeler ça le climat architecte, hein, comme climat, le climat architecte. Et il m'a semblé que Aya, qui m'a appris tant de choses depuis plus de 30 ans, je me suis dit, tiens, je me suis senti en responsabilité de dire ce que j'avais à dire, en me disant, voilà, parce que en fait, je suis un peu comme ça. J'aime pas trop parler de ça, mais on parle pas comme ça de soi, mais je me pose la question. Je suis ni ingénieur ni architecte, je suis un espèce de truc hybride qui a grandi dans Aya. Comme si tu mets un tétard dans Aya, et puis moi j'ai grandi là-dedans. Et j'ai cette. J'aime bien jouer des deux trucs. Je me suis dit, c'est ma responsabilité de dire ce que j'ai à dire sur la question. Voilà, c'est là. Et pourquoi ça a émergé plutôt Aya, un ouvrage comme celui-là qui vraisemblablement marquera? Aya, déjà, c'est quand même notre ADN à la base, notre ADN dans l'agence, c'est de faire des projets plutôt relativement complexes, projets de santé hospitalier, c'est comme ça qu'on a grandi, avec cette notion, Delphine le disait, de prendre soin des gens qu'on accueille, de prendre soin des territoires. Donc on a déjà ça fortement dans notre ADN. Et puis il y a une quinzaine d'années, certains de mes associés ont eu le génie de créer la Fondation Aya, donc architecture, santé, environnement. Là on se rapproche. Notre présidente a lancé la mission, on est une entreprise à mission, hein, et aussi, ça faut le dire, je le dis un peu droit dans les yeux, je vous regarde tous, quelque part notre solidité et notre taille nous obligent. J'entends par là, vu comment c'est compliqué cette affaire et comment il faut se sortir de nous-mêmes pour trouver les bonnes solutions systémiques, si Aya ne le fait pas en France, qui va le faire? On a quelque part notre taille, ce que nous sommes, architectes, ingénieurs, environnementalistes. Je vois mon associé Simon, qui est un des relecteurs du livre. Merci encore à toi. Merci à tous les relecteurs. À tous les relecteurs. Ils sont 50. Ils sont 150. Ils sont 150. C'est pour ça qu'il n'y a plus de faute. Et donc voilà, finalement, c'est un peu... Moi j'ai l'impression que c'est un peu notre chemin et un peu aussi notre devoir d'apporter ces réponses-là. Et c'est notre terrain de jeu finalement. Et alors on a un ancien ministre qui vient nous voir là. Christophe Béchu est aussi maire d'Angers. Je suppose que c'est pas seulement parce qu'il est maire d'Angers que tu lui as demandé de faire la préface, une des deux préfaces. C'est presque un ami maintenant, Christophe, et ça fait des années qu'on parle de ça. Je pense que c'est dans les hommes, les femmes, les hommes politiques à qui je parle de ces questions-là. Sincèrement, c'est la première personne, et d'ailleurs on le voit dans ces 2 ans au ministère de la Transition écologique. C'est le premier qui a osé regarder la réalité en face. Il s'est fait beaucoup critiquer. Il a dit on va prévoir la France, un plan national d'adaptation à la France à plus 4 degrés. Bon, il a pris les foudres à ce moment-là. Mais pour moi, Christophe Béchu, oui, il a eu la lucidité de regarder ce problème-là et de dire voilà, il faut vraiment adapter la France sans renoncer d'ailleurs à l'atténuation, parce que sa ville d'ailleurs est exemplaire là-dessus, sur l'atténuation carbone. Voilà. On va l'écouter. Merci Laurent. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous, même à distance, à l'occasion du lancement de l'ouvrage de Laurent Rosset. Laurent, je le connais depuis près de 30 ans. Au milieu des années 90, il s'installait en Anjou pour débuter sa carrière d'ingénieur, au moment où moi je faisais mes premiers pas en politique à Avrier, près d'Angers. Et depuis cette date, nos chemins n'ont cessé de se croiser. J'ai pu observer de près son engagement professionnel et après cette croisée de manière épisodique, ils ont commencé aussi parfois à se conjuguer, à converger de manière forte. D'abord parce que son agence a contribué à de très nombreuses réalisations concrètes, utiles, au service des habitants de notre territoire. Mais surtout, au-delà des projets, ce que j'ai perçu chez lui, c'était cette volonté d'aller plus loin, de faire évoluer son métier, de comprendre ce qui étaient les enjeux de demain, d'intégrer la transition écologique avec une vision qui soit à la fois prospective, mais créative. Donc, je n'ai pas été totalement surpris quand il m'a expliqué qu'il allait écrire pour partager sa réflexion sur la question aussi essentielle que celle de l'adaptation de notre cadre de vie. Il ne s'est pas contenté de partager sa réflexion. L'ouvrage dont il m'a demandé de rédiger la préface est extrêmement ambitieux, à la fois dans les sujets qu'il adresse, mais plus encore par les solutions qu'il propose.
Et je vais vous dire, pour le coup, ça me rappelle de manière précise un événement qui s'est passé en 2019, Cities to Be, où, aux côtés notamment de Philippe Vandemaal, qui a été patron de l'ANRU, de l'ADEME, qui a été mon directeur de cabinet quand j'étais ministre, il y avait cette volonté de poser les bases d'une réflexion qui aujourd'hui semble naturelle, mais qui en 2019 était beaucoup moins partagée. Comment penser autrement nos villes, nos bâtiments, nos ressources face à un dérèglement climatique dont les effets sont pleinement visibles. Et je dis bien, c'était 2019. Plus tard, quand arrivé au ministère, je me suis retrouvé confronté à l'ensemble des rapports scientifiques et que j'ai décidé d'assumer que notre pays devait se préparer à un scénario de réchauffement jusqu'à 4 degrés, qui n'est pas pessimiste, qui est réaliste, et que nous devions conduire un plan national d'adaptation au changement climatique en engageant des transformations qui soient à la fois profondes et systémiques. Je n'imaginais pas que ça me rapprocherait autant et des discussions qu'on avait pu avoir avec Laurent auparavant et de l'ouvrage que vous pouvez trouver. Parce qu'adapter notre pays, et on le sait compte tenu de ce qui s'est vécu la semaine dernière, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une alternative, une possibilité. C'est une responsabilité fondamentale. Je crois même que c'est une mission régalienne au sens le plus noble du terme. Protéger nos concitoyens, protéger nos territoires. Et il ne suffit pas d'être dans l'incantation, il faut agir. C'est la planification écologique, c'est le soutien aux collectivités, c'est la rénovation des bâtiments, c'est la gestion de la ressource en eau. Beaucoup a été engagé, mais ce qui reste à faire est tellement plus important que ce qui a déjà été engagé. D'autant qu'on doit inscrire cette action dans la durée, en évitant les stop and go, avec constance, détermination, et dans un temps qui ne doit pas être à l'hésitation, et on a besoin, dans cette adaptation, d'avoir des gens comme Laurent Rosset qui proposent des kits, je dirais, prêts à l'emploi, des solutions techniques, et qui surtout ont l'obsession que cette transition, que cette adaptation soit comprise, partagée, appropriée, portée collectivement, parce que c'est un des enjeux. On a besoin de plus de Laurent Rosset. On a besoin de professionnels capables de conjuguer cette créativité architecturale, cette rigueur scientifique, cette attention au confort d'usage, en n'ayant pas seulement des bâtiments qui remplissent les normes, mais dans lesquels des gens ont envie d'habiter. On a besoin de convaincre, on a besoin d'embarquer dans un contexte où, quand vous décidez d'éviter de bétonner ou d'artificialiser pour faire le ZAN, vous avez la corde de ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, qui viennent vous dire que c'est scandaleux, que vous allez lutter contre ceux qui veulent des maisons individuelles, etc., sans mesurer les défis qui sont les nôtres. Alors, mesdames et messieurs, je veux croire que si vous êtes ce soir au lancement du livre de Laurent et à ses côtés, c'est que vous avez conscience de tout ça. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est là-dessus que je terminerai, je veux vous dire à quel point ce livre est important et finalement il arrive à un bon moment. Quelques semaines après des échéances municipales, et l'échelon local, c'est celui de l'adaptation, par essence, parce que c'est là où on plante, c'est là où on délivre les permis, c'est là où on challenge les équipes d'architectes, et à quelques mois des prochaines échéances démocratiques, que sera l'élection présidentielle, et qui devra être celle qui fixe un cap pour protéger notre pays face aux risques climatiques, pour aider les territoires à s'adapter, et pour faire évoluer en profondeur nos leçons, nos façons de construire et d'habiter. Merci à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, souhaitent que justement nous ne manquions pas ce rendez-vous avec l'histoire. Bravo à Laurent Rosset pour cette adaptation intégrale à laquelle il nous invite. Et j'espère que ce sera le livre de chevet de beaucoup de décideurs dans les prochaines semaines et les prochains mois. Très belle soirée de lancement à tous. Delphine Bégy, vous allez être notre grand témoin. Vous pourrez intervenir à tout moment, faire un petit signe, pouf. Mais avant de passer la parole à Sakina Penpoint, j'avais envie que vous nous disiez comment vous ressentez ce moment où, à AIA, il y a ce livre qui sort sur l'adaptation intégrale. C'est donc moi. C'est bien. Comment je ressens ce moment ? Alors, je l'ai dit un petit peu en introduction. C'est une semaine après cette canicule qui a fait exploser tout. Et avant une autre, a priori, qui arrive. Un moment charnière, je le disais tout à l'heure. Mais
J'essaye de voir ça aussi comme une opportunité, dans le bon sens du terme, où les gens auront vécu malheureusement ce choc climatique, et qui est, on en a quand même souvent parlé avec Laurent, de ces chocs qu'on imagine et qui sont en train d'arriver, qui risquent de dérouler finalement de plus en plus de manière, en effet, boule de neige. Donc là, on est aux prémices de ce qu'on risque de connaître. Donc c'est quand même finalement une opportunité que les gens, il y a une vraie prise de conscience en fait de la situation. Et vous m'avez dit quand on a préparé, c'est comme un constat d'échec. Bah, c'est un constat d'échec, mais heureusement, on est là pour en parler. Et je pense aussi que malheureusement, il faut en passer par là, par des constats d'échec, pour faire bouger la société, pour faire bouger les entreprises, les individus. Il faut que ce soit vécu individuellement pour que collectivement on puisse embarquer plus facilement les uns les autres. Donc oui, c'est un constat d'échec. Le mur, on y va. Hein, le mur du choc climatique, du bouleversement climatique et toutes ses conséquences sociales, sociétales, je pense qu'on y va. Ça, c'est mon point de vue un peu personnel. Et on ne sait pas où est le frein, en fait, pour éviter ce mur. Donc il faut se préparer. Il faut, ce que je vous disais aussi en introduction, se préparer collectivement. Je pense qu'on sera... voilà, on prendra le choc un petit peu moins fort si on est plus collectif. Voilà. Alors, Sakina Pet-Point, en quelques mots, comment se place notre petite canicule qui a fait exploser à peu près tout 2003 a disparu, effacé par 2026, dans le parcours qui nous amène jusqu'en 2100? Alors là, ça va être le moment alarmant qui va dire la canicule, c'était pas grand-chose. En fait, ce dont on avait discuté quand on s'était vu, c'était des points de bascule climatique. Alors, je reviens un tout petit peu sur ce que c'est que les points de bascule climatique. C'est le fait que vous avez tous vu les courbes du GIEC qui racontent les différents scénarios potentiels. Mais en fait, ces courbes du GIEC, elles n'intègrent pas les points de bascule climatique parce qu'il y a trop d'incertitudes sur les points de bascule climatique. Et donc, les courbes du GIEC sont conservatives par rapport aux risques qu'on a sur le climat. Ce que j'entends par là, c'est que les courbes du GIEC, par exemple, elles n'intègrent pas la fonte du permafrost. Elles n'intègrent pas la fonte de l'ouest de la calotte de l'Antarctique. Elles n'intègrent pas la fonte du Groenland. Elles n'intègrent pas toutes ces questions-là. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va plus loin, plus fort que même ce qui est prévu et que même les indicateurs qu'on prend en compte à l'heure actuelle. Donc, ce qu'il faut se dire, du coup, c'est qu'en fait, il faut être vraiment ambitieux dans ce qu'on va mettre en place pour l'adaptation au changement climatique. Il faut être vraiment conscient que juste mettre en place des solutions techniques, ça ne sera pas suffisant. Qu'il va falloir s'entraider, qu'il va falloir utiliser des manières flexibles de s'adapter. Et ça, je te rejoins totalement dans ce que tu as dit. Alors, les risques, on parle depuis tout à l'heure déjà pas mal de risques. En fait, on a eu chaud, mais c'est quoi les risques en fait? Les différents risques qui vont nous impacter. Bon, alors il y a les risques climatiques, hein. Les risques du climat, on les connaît, hein. Les canicules, les inondations, les fortes pluies, les tempêtes, les vents violents, la grêle, voilà, les incendies, feux de forêt, voilà. Ça, et tout ça, ça peut toucher les bâtiments. Bien sûr que ça peut toucher les bâtiments. Et les personnes qui... Mais par contre, il n'y a pas que ça. Il y a le fait qu'on est aussi dans un monde de polycrise, tu en as parlé un petit peu, on est dans un monde qui est de plus en plus contraint économiquement, on est dans un monde qui est de plus en plus en crise géopolitiquement, on est dans un monde qui est en crise démocratiquement. Et du coup, on va se retrouver à avoir de moins en moins de moyens. Et donc ça, c'est une crise, la crise de moyens. Et ça, c'est une crise qu'il faut aussi prendre en compte quand on parle d'adaptation au changement climatique. Et Julie Nicolas, dans votre position au moniteur, vous êtes une sorte de vigie sur cette question des crises, des risques. Qu'est-ce que vous voyez apparaître dès maintenant dans les articles que vous faites, que vous publiez? Sur les risques? Oui. Alors, on ne parle pas beaucoup de risques, on est dans un journal un peu de solutions en fait. On présente ce qui se passe plutôt bien et là où on arrive à s'adapter. Et des chantiers sur l'adaptation, on n'en voit pas beaucoup. Les chantiers sur l'adaptation, alors peut-être parce qu'on cherche du spectaculaire. Il faut aussi qu'on change notre imaginaire collectif à tous. Quand moi j'arrive, j'ai un petit chantier de reméandrage dans la forêt, machin chouette. C'est difficile, ça coûte pas cher, c'est low-tech,
Ça marche, mais c'est difficile à vendre, c'est pas spectaculaire. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ça marche et que ça coûte pas cher. J'aimerais qu'on reste encore dans les risques. Pardon. Les assureurs, par exemple, le risque du retrait gonflement d'argile. Les assureurs, c'est des gens qui ne peuvent pas nier le changement climatique, Ouais. qui sont aux avant-postes puisque ça leur coûte de l'argent. Mm. Donc eux, les assureurs, le risque climatique, les risques liés au changement climatique, ils les ont tous pris en compte. Ils ont lancé, les ministères de l'écologie et des finances, Bercy, ont demandé aux assureurs, à la CCR, donc la caisse de réassurance, de faire un rapport. Ce qui est intéressant, c'est que ce rapport, il était pour voir si on pouvait encore assurer les villes, et c'était après les émeutes urbaines. Donc on n'était pas dans les risques climatiques. Et les conclusions de ce rapport, donc, qui s'appelle l'Observatoire de l'assurabilité, c'est que le risque climatique balaye tout. Et c'est de regarder si on peut encore s'assurer aujourd'hui et demain. Alors pour l'instant, la carte, elle est toute verte. Ça veut dire que ça va bien. On peut s'assurer partout. Par contre, ils anticipent déjà, ils sont assez gentils et optimistes, je trouve, en disant d'ici plusieurs décennies, certains points ne seront plus assurables. Ils partent peut-être aussi du principe que des zones littorales où les maisons coûtent très très cher, les gens ont les moyens d'acheter ça, ils ont peut-être les moyens de les assurer beaucoup. Mais à un moment, quand la falaise s'effondre, de toute façon, on ne peut rien faire. Et le retrait gonflement d'argile, c'est à peu près 1 milliard d'euros dès maintenant. Et alors, le risque effectivement du RGA, c'est depuis que la caisse de réassurance existe, 84, 87, je suis plus très sûre de moi, sur 20 ans, on était en moyenne à 1 milliard d'assurance par an, de frais d'assurance, et là, on a atteint les 2 milliards. Donc c'est des grandes périodes, mais ça a doublé, et ça pourrait être 4 milliards d'ici, je ne sais plus si c'est 2050 ou 2100. Enfin, ça double quand même. Ça va très vite. Et Romain Gorge, toujours avec cette vision un peu risque, est-ce qu'il y a des parties du territoire qui peuvent échapper au risque ? Moi, je me suis à discussion avec des personnes disant qu'il faut s'installer dans le Cantal, non, dans le Nord Finistère. Voilà, est-ce qu'on peut y échapper ? Alors celle-ci, je ne m'y attendais pas, on ne l'avait pas préparée. Et si je le savais, je ne vous le dirais pas. Non, trêve de plaisanterie. Moi, j'ai coutume de dire, le parc immobilier de l'État, c'est 100 millions de mètres carrés, c'est 200 000 bâtiments répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain, ultramarin et à l'étranger, avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. En fait, 100% du parc, il est exposé à un ou plusieurs aléas. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous regardez une carte de Météo de France de la canicule qui vient de se produire, vous avez du 40 degrés partout, même plus, y compris à Rennes ou dans certaines zones de Normandie. Voilà, donc non, il n'y a pas de zone, malheureusement, préservée aujourd'hui et encore moins à l'avenir. Et le 50 degrés ? Alors le 50 degrés, j'ai envie de vous dire que c'est une quasi-certitude. L'incertitude, c'est quand. Voilà, donc est-ce qu'on a 10 ans pour s'y préparer, 30 ans ou quelques mois? A priori, non, ça c'est la bonne nouvelle. Mais c'est un vrai sujet parce que la société moderne s'organise depuis quelques siècles maintenant autour d'un ensemble de postulats, notamment des postulats climatiques, des règles du jeu. Et il se trouve que les règles, elles changent très très vite. Voilà, et notre logiciel, il n'est pas prêt pour, donc il faut tout de suite le changer dans le secteur du bâtiment, dans le secteur de l'agriculture, partout. C'est aussi simple que ça. Et ça qui tape le point sur les risques, j'ai l'impression que dans nos échanges, vous disiez, en fait, pour le moment, on fait que ça. On n'en tire pas de conclusion. Les responsables immobiliers, une fois qu'ils ont fait une analyse de risque, ils ont l'impression déjà d'avoir tout fait. Non, c'est ça ? Je dirais pas qu'ils ont l'impression d'avoir tout fait. En fait, je dirais que à l'heure actuelle, ce que je vois au quotidien, c'est que ce qui est fait, c'est des plans massifs d'analyse de risque. Donc on cartographie les bâtiments, on dit quels bâtiments sont en rouge, quels bâtiments sont en jaune, quels bâtiments sont en vert, et par rapport à chaque aléa. Et puis après, une fois qu'on a vu ça, on se dit, maintenant, il va falloir effectivement les adapter. Mais en fait, c'est trop lent. C'est beaucoup trop lent. Par exemple, on construit toujours avec des règles d'hier. On achète toujours, les investisseurs achètent toujours avec des règles d'hier. Et donc, on fait juste cartographier. On ne met pas encore en place assez des mesures d'adaptation. Enfin, je dis assez. En réalité, tous les acteurs, pour l'instant, que je vois, ils construisent toujours leur baie vitrée au sud. Enfin, soyons honnêtes, je pense que vous l'avez aussi en tête. Et le problème, c'est que ces biens ne seront plus habitables, ne seront plus utilisables. Je donne un petit exemple. Je cherche un appartement en ce moment à Nantes.
J'ai demandé même dans le logiciel, de repérer des appartements orientés nord. Il y en a 0 qui apparaissent. Et quand vous dites à une agence, je cherche orienté nord, ils disent, mais nous, même quand il y en a orienté nord, on ne le crie pas. Donc on ne peut pas le trouver, puisque on sait qu'on ne le vendra pas. Donc on ne dit pas qu'il est orienté nord. Delphine Bégy, quand on est à la tête d'une agence comme celle de AI Life Designer, comment on appréhende cette analyse de risque? Qu'est-ce que ça change là déjà? Alors je voulais d'abord réagir sur la question de la baie au sud, au nord. En fait, quand j'évoquais ça tout à l'heure en introduction, c'est ce changement de référentiel qu'il va falloir qu'on ait tous, et nous les premiers concepteurs. Architectes, il va falloir qu'on fasse un reset complet des références qu'on a, de toute cette pensée architecturale de l'esthétique qui prévaut sur le confort et sur l'habitabilité en fait. Donc on a ce patrimoine dont on hérite, qu'il va falloir transformer, qu'on a déjà commencé à transformer. Et je voulais réagir aussi sur ce sujet des normes, qu'on vit effectivement dans un système hyper normatif, mais c'est pas par la norme qu'on règle la solution, c'est par la conception en fait. Il faut coupler la norme à la conception. Vous pouvez très bien appliquer toutes les règles que vous voulez, je pense à la RE 2020, la plus récente qu'on applique. Si vous appliquez uniquement la réglementation, la RE 2020, mais que le bâtiment n'est pas conçu de manière bioclimatique, le résultat, il peut être catastrophique. Et au contraire, il va générer un bâtiment complètement inadapté aujourd'hui. Et quand je parle de conception bioclimatique, c'est sa place dans le territoire, son implantation sur son terrain, ses orientations, ses solutions techniques multiples. Il n'y a pas une solution, c'est multi-solutions pour amener vers un bâtiment adapté au mieux à la situation actuelle. Donc c'est coupler la norme et la conception bioclimatique. Et je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je ne crois pas. Ça c'est parfait. Mais j'ai ajouté, vous me disiez dans nos échanges préalables, que déjà à minima, ce serait bien de ne pas dégrader la situation. C'est ça. En fait, là, la dernière semaine qu'on a vécue, on était un peu nous-mêmes au sein de nos agences en situation de crise. On a eu beaucoup d'appels de nos maîtres d'ouvrage inquiets, beaucoup d'appels de nos maîtres d'ouvrage eux-mêmes attaqués. Il y a beaucoup de polémiques sur des sujets qui ne devraient pas l'être. Donc on a été un petit peu en situation de crise. On en a profité Là, on parle de la clim, hein, c'est ça? La clim, oui, bien sûr. Ah, oui. Et on en a profité finalement pour revenir vers nos maîtres d'ouvrage et leur demander de faire, quand ils le pouvaient, des relevés de température dans les bâtiments. Parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de progresser. Et c'est de savoir si ce qu'on a conçu les dernières années, en fait, déjà absorbe ce premier choc climatique. Et c'est de ces retours d'expérience que cette idée de réglementation plus conception bioclimatique permettent de résister au choc. On a des bâtiments qui ont été livrés très récemment et qui ont très bien vécu ce premier choc, avec des températures en intérieur complètement OK, mais aussi parce qu'on a éduqué les maîtres d'ouvrage à utiliser les bâtiments qui eux-mêmes ont éduqué leurs utilisateurs. Donc c'est vraiment toute cette systémie autour du projet. On va demander aux moniteurs dans cette position de vigie, qu'est-ce qui remonte en ce moment comme projet intéressant qui sont inspirants comme solution. Ouais. Comme solution. Donc, ce que je disais, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et ça coûte pas cher, c'est pas spectaculaire. Pour autant, il y a des choses qui fonctionnent. Et j'ai en tête l'Office du tourisme d'Azay-le-Rideau. Azay-le-Rideau, vous voyez, le château, etc. Tout est ABF, on ne peut rien faire, on ne peut rien toucher, etc. Malgré tout, c'était des anciennes écuries. Ils ont réussi à rajouter un espace de 8 mètres carrés, une cheminée de 12 mètres carrés au sol, 8 mètres de haut, et ça, c'est une cheminée thermique. Et c'est une cheminée thermique qui est habitable dans sa partie Office du tourisme. Donc c'est tout bénef, le bâtiment est un petit peu agrandi. Je ne sais pas comment ils ont passé la dernière canicule, mais on en a parlé en avril, je crois, et ils avaient déjà 2 ans de retour d'expérience, et les résultats étaient hyper bons. Je ne me souviens plus des étés 2024-2025. Il n'a pas fait aussi chaud que cette année, mais ça marchait bien. C'est un petit test déjà. Voilà. C'est modeste et simple. Et les autres exemples, c'était ça, c'est du reméandrage. C'est des solutions fondées sur la nature. Je ne peux pas toujours dire que ça coûte pas très cher, mais c'est des petites touches d'action. Il faut quand même mobiliser. En fait, c'est de la matière grise. Et puisque vous avez la parole, le moniteur est l'éditeur
du livre L'adaptation intégrale. Pour quelles raisons les éditions du Moniteur ont accepté d'éditer ce bouquin? Alors, je me fais la porte-parole de mes collègues, hein, qui sont quelques-uns Ils sont là-bas dans la salle. Voilà. L'éditeur est là-bas. Donc, je parle pour eux, mais les éditions du Moniteur, on édite bien sûr des ouvrages techniques, des ouvrages réglementaires, des ouvrages sur l'architecture, etc. Donc, parler d'adaptation au changement climatique, ça rentrait bien sûr dans notre ligne éditoriale. Et puis, il se trouve que c'est carrément dans l'actualité, avec entre deux canicules. Voilà, donc ça rentre dans nos sujets habituels du Moniteur. Je ne suis pas sûre qu'on en ait beaucoup, des livres sur l'adaptation. Il y a un petit non-nom là qui apparaît. On a un chiffre, 1, 2, 3, non 1. C'est celui-là. Très bien. Donc il y en aura d'autres qui viendront, genre, on peut le parier. On va regarder un petit peu du côté de l'État alors là on parlait d'une vigie, là aussi il y a un patrimoine impressionnant, vous nous en parliez. Qu'est-ce qui, avec le cadre actuel, évolue déjà du côté du patrimoine immobilier de l'État? Je vais prendre le temps pour répondre. Mais je vais être synthétique. Il y a Christophe Béchu qui est intervenu en introduction, et en réalité il y a 2 ans on a eu 3 impulsions très fortes qui ont transformé la manière dont on voit le sujet. Donc on a eu Bruno Le Maire qui nous a demandé de ne plus investir 1 euro d'argent public dans un projet qui ne tiendrait pas compte des climats futurs. On a eu un rapport de la Cour des comptes assez désagréable, il faut le dire, qui nous a rappelé que l'État ne jouait pas son rôle de stratège sur l'adaptation, il le faisait de plus en plus sur l'atténuation et pas sur l'adaptation. Puis le troisième, c'est Christophe Béchu qui a porté à l'agenda politique la question de l'adaptation. Donc ça, c'est vraiment à mettre à son crédit, c'est important. Et quand on commence à se dire qu'il faut se préparer à un monde réchauffé de 3 degrés à la fin du siècle, donc une France à plus 4 degrés, et qu'on tire les fils collectivement, on se rend compte que, c'est ce qu'on disait en introduction, ça va pas être évident. Donc ce qui s'est passé depuis ce moment-là, c'est un énorme travail d'acculturation qui est toujours en cours. Pourquoi toujours en cours? Parce que, en fait, on ne va pas changer de logiciel en claquant des doigts. Et je pense qu'on est encore très nombreux à être dans une posture de déni face à la réalité assez dérangeante du changement. Donc c'est la première étape. Donc la première étape est là, c'est l'acculturation, l'hémisphère droite qu'il faut mobiliser, l'intuition, et arrêter de regarder dans le rétroviseur, plutôt regarder ce qui se passe devant. Mais les ressources que l'État met sur l'adaptation, en termes humains, c'est l'équipe... Aujourd'hui, on est en train de... on capte les ressources qui sont déjà disponibles. On capte les flux de ressources disponibles. Ça répond à la question? Oui, mais j'avais aussi en tête qu'il y avait un demi-poste sur l'adaptation. Oui, qui est le mien. non, mais la direction de l'immobilier de l'État, c'est une entité supra, entre guillemets, qui vient encadrer les pratiques immobilières au sein de l'État. Donc il y a beaucoup de directions immobilières en interne, et on est nombreux à s'interroger et à travailler sur le sujet en réalité. Maintenant, il faut mettre tout ça en orchestre. Alors Delphine Bégy parlait de la combinaison entre la RE 2020, par exemple, si on fait du neuf, et des obligations qu'on se donne à soi-même. Comment est-ce que vous combinez ça aujourd'hui, quand vous portez un projet neuf ou en rénovation, où la réglementation est encore moins contraignante, pour veiller à ce que les occupants demain vivent d'une façon correcte dans des situations de crise? Alors là, vous interrogez un sujet parfaitement d'actualité, puisqu'on est à 2 doigts de diffuser une doctrine, vague de chaleur, qui a pour vocation à orienter la manière dont on conçoit des bâtiments au sein de l'État. Voilà, donc on repart un petit peu du cadre existant et on se dit c'est peut-être bien de prendre en compte les trajectoires climatiques qui sont les nôtres aujourd'hui, donc une France à plus 4 degrés. Peut-être que c'est bien aussi d'activer les leviers de l'architecture bioclimatique de manière systématique avant de faire appel à des systèmes actifs. Puis on se dit aussi que c'est peut-être bien de remettre l'usager au cœur de la réflexion et de se dire que un bâtiment, c'est très bien quand on fait des études, on pense que dans le monde réel tout est parfait. En réalité, le monde réel est tout sauf parfait. Donc des systèmes qui tombent, des occupants qui utilisent mal les bâtiments, ça arrive. Et tout ça, il faut qu'on l'étudie. Et dans ces cas critiques, quand c'est même plus le confort thermique, mais quand le bâtiment réagit mal à la chaleur, qu'est-ce qui se passe? Et si on se rend compte que ça se passe très mal et que du coup il y a des sujets de continuité d'activité, parce que c'est bien ce dont il s'agit déjà dans certains bâtiments de l'État, et ça va s'accélérer, on retourne en conception et on cherche des solutions plus robustes. Et la réglementation, elle vient aider ou elle est une contrainte pour pouvoir aller plus loin?
À ce stade, je pense qu'elle est importante. La RE 2020, elle est venue quand même introduire la notion de DH, qui nous donne quand même un cap. Après, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on a des bâtiments qui respectent la RE 2020, qui sont robustes vis-à-vis des épisodes de chaleur. Il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Voilà. Avec la même réglementation. Avec la même réglementation. Donc on peut faire bien et moins bien avec la même réglementation sur le sujet qui nous concerne là aujourd'hui. Tout à fait. Je parle que de la chaleur, évidemment. Mais d'autres sujets. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme type d'ouvrage sur lesquels on va faire un plus gros effort? Il y a les hôpitaux. Je crois que vous vouliez aussi attirer notre attention sur les prisons, par exemple. Comme tout gros gestionnaire de parc, le premier réflexe quand on s'est attelé au sujet de l'adaptation au changement climatique, c'est de regarder ce qui était exposé. Donc où est-ce que le climat va se manifester de manière désagréable. Et sur un parc aussi gros que le nôtre, tout s'est mis à clignoter en orange ou en rouge, c'était le sapin de Noël. Et là on s'est dit, oups, on va avoir un sujet, sachant que par ailleurs, contraintes systémiques, contraintes de ressources budgétaires, surtout, l'exposition à des aléas climatiques ne peut pas être un discriminant sur nos priorisations d'investissement. Donc il faut retourner à la réflexion et se dire où sont les enjeux critiques. Et c'est quoi les enjeux critiques pour la nation? Moi, je n'ai pas forcément la réponse aujourd'hui. Est-ce que c'est les hôpitaux? Est-ce que c'est les écoles? Est-ce que c'est les prisons? Est-ce que c'est le centre des finances publiques? Voilà, je pense qu'il va falloir du débat citoyen, débat politique. Et ça, cette décision, ce n'est pas une décision de maîtrise d'œuvre, à peine de maîtrise d'ouvrage, c'est une décision d'ordre politique. De société. De société. De société, il faut que le débat émerge et je pense que des ouvrages comme celui de Laurent y contribuent. Et il faut qu'on continue collectivement. Alors, je voudrais en venir maintenant à la réponse systémique. Laurent Rosset le disait dans la présentation un peu rapide de son ouvrage. Le terme d'adaptation intégrale était là pour nous dire qu'il fallait avoir une vision pas seulement sur son ouvrage, mais une vision un peu globale. Et si un hôpital fonctionne, mais tout autour, il n'y a plus rien qui fonctionne, on imagine bien que ça peut être un peu compliqué. Et j'ai l'impression qu'avec les projets Petite Ville de demain, Magali Vita-Bédoc, il y a quelque chose dès aujourd'hui qui ressemble à ce qu'il faudrait faire pour faire du systémique. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça? Oui, alors déjà peut-être... En rapprochant le micro. Quelques mots sur Petite Ville de demain, pour ceux qui connaissent un peu moins le sujet. En fait, c'est un dispositif de l'État qui est mis à disposition des petites collectivités de moins de 20 000 habitants et qui permet en fait qui amène de l'ingénierie, alors en internalisant les moyens et aussi en faisant appel à tout un écosystème et qui permet à ces petites collectivités d'embrasser tous les sujets de l'adaptation. Et c'est en ça que je rejoins l'ouvrage de Laurent, c'est que Petite Ville de demain encourage à aller regarder tous les leviers, bien sûr techniques, mais aussi la concertation, l'adhésion des habitants, autorise les petites collectivités qui n'avaient pas ces moyens à prendre du recul sur les dossiers et à réfléchir un petit peu en global avant d'agir pour agréger toutes les compétences et trouver des solutions. Si on prend l'exemple de Champigny-le-Piron, c'est ça Voilà. Vous êtes parti d'un point et en fait vous avez été regarder plein d'autres choses. Alors moi je travaille pour la commune Les Hauts-d'Anjou, qui est une commune nouvelle depuis 2019. Je le dis parce qu'on a du mal à exister. C'est une petite commune du Maine-et-Loire. C'est un peu une soirée de Maine-et-Loire aussi, voilà. Vous l'aurez compris. Il fut un temps que j'ai été parisienne aussi, mais en tout cas c'est donc une petite commune du Maine-et-Loire. Il y a effectivement une commune déléguée qui s'appelle Champigny, que personne ne connaît j'imagine. Et, si, et madame le connaît. Voilà. Et donc Champigny, en 2019, ils ont commencé à réfléchir à un projet d'opération de revitalisation du territoire avec une requalification de traversée de bourg assez classique. Et puis en 2021, Petite Ville de demain est arrivée, je suis arrivée avec le dispositif. Et juste à ce moment-là, un petit cours d'eau, Champigny n'avait pas vraiment de fleuve et de rivière, c'est une des seules communes déléguées qui n'avait pas de rivière. Un petit cours d'eau que tout le monde avait oublié, qui était caché bien derrière plein de bâtiments, s'est mis à déborder et a totalement inondé le cœur de bourg, à un endroit qui convergeait finalement avec le projet de la traversée. Et donc, on s'est dit, alors déjà, premier constat,
L'inondation, c'était 2021 et on a inauguré l'aménagement la semaine dernière. Donc il s'est passé 4 ans et en 4 ans, des épisodes pluvieux, il y en a eu d'autres, avec des inondations moins importantes, mais il y en a eu quand même. Et en fait, qu'est-ce qui s'est mis à l'œuvre? On s'est dit, c'est quand même l'entraide, le lien social de territoires sur lesquels les gens se connaissent, sont capables de se rendre des services, de trouver des solutions et les élus de vite se mettre en relais. Donc déjà, premier constat hyper important de soigner ce côté-là. Donc ça, on le dit, mais en fait, vous l'avez constaté sur le terrain. C'est ça, on l'a constaté. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est, au lieu de s'enquiller direct le projet de traverse de Bourg, allez, hop, on fait un aménagement classique, on s'est dit, prenons un peu de recul, on travaille, on cherche les bons partenaires, on va chercher le syndicat mixte de bassin versant, il vient faire une étude sur l'hydromorphologie de ce petit cours d'eau, on essaie de comprendre comment il fonctionne, et est-ce qu'on ne peut pas l'intégrer finalement à notre réflexion d'aménagement de cœur de bourg? Parce que c'est un bourg hyper minéral, il fait chaud, on n'a pas d'îlot de fraîcheur, la traverse de bourg elle est hyper étroite, on va même pas pouvoir passer une piste cyclable, on va réhabiliter, en fait on va faire une traversée qui va être toute belle avec un super bel enrobé, des beaux trottoirs, mais un pas d'arbres, enfin on va être nul sur ce sujet-là. Et on va être à côté de la plaque pour l'avenir. Donc on s'est dit, on prend un peu de recul, on analyse avec le syndicat mixte du bassin versant, et une fois qu'on a l'étude, on voit comment on peut regrouper les deux projets. Et en fait, tout ce temps-là, on l'a utilisé aussi à faire de la concertation avec les habitants, des ateliers de co-conception, comprendre les cheminements, essayer de convaincre les financeurs en disant, mais attendez, s'il y a 3 inondations avec 300 000 € à chaque fois de dégâts, d'indemnisation, peut-être qu'on va se payer un super projet. Donc, essayez de nous suivre. Et alors, comment ils réagissent, les financeurs, devant un projet globalisant, intégral, si on reprend le terme de Laurent? C'est plutôt un repoussoir ou plutôt engageant? Alors, au début, ils nous regardaient un peu, c'est sympa leur truc, mais est-ce qu'ils vont vraiment y arriver, quoi? Est-ce qu'ils vont vraiment aller jusqu'au bout? Enfin, les territoires ruraux, ils ont un peu pas la cote, quoi, sur le plan de l'ingénierie, en fait. Et du coup, voilà. Mais ça les a un petit peu émoustillés. Et on les a associés vraiment au projet. Ils ont fait partie de l'équipe projet avec l'agriculteur qui mettait à dispo ces terres pour le remembrage. On avait autour de la table le directeur de l'agence de l'eau du coin, puis l'ADDT, l'OFB, en même temps les élus. Et puis, en fait, je pense qu'on les a embarqués. On les a embarqués avec les habitants dans un projet où ils se sont dit, mais d'un seul coup, on peut peut-être faire un truc super ensemble, arriver à le sortir. Et il y a la volonté politique, en fait. Il y a la volonté politique, il y a cette énergie, donc on va y aller. Donc on a commencé à monter des dossiers de sub. Et puis voilà, on a eu 70% de subventions pour sortir le projet. Donc je pense que ce projet, il a fait du bien à tout le monde, en fait. Donc c'est faisable. Ouais. Et j'ai envie de me tourner maintenant vers le CEREMA. Vous êtes repéré aujourd'hui comme un acteur clé qui avance sur les territoires, sur l'adaptation. La surchauffe qu'on vient de vivre a effacé 2003. Et 2003, on a tous eu un effet de sidération. Là, 2026, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Les gens, on n'entendait pas des gens dire non mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça apporte dans cette préparation nécessaire à l'adaptation, ce moment-là particulier qu'on vient de vivre? Ce que je me suis dit, et ce que je disais à ce moment-là, c'est que j'espère que justement la population, étant peu surprise et étant un peu énervée, en fait, je pense qu'on a tous été, non pas surpris au sens intellectuel de la chose, mais surpris au sens on l'a vécu dans notre chair. Le fait que justement on l'ait vécu dans notre chair tous, j'espère que justement ça va faire qu'on va interpeller nos élus, interpeller nos politiques, et que du coup ça va créer dans le débat public un vrai renouveau. Et en fait, à partir du moment où dans le débat public cette question est présente, ça va s'inscrire dans les programmes électoraux.
En fait, c'est comme ça que ça marche. Si on en parle dans l'espace public, de manière générale, il va y avoir des mouvements. Est-ce que les mouvements seront tous les mêmes? Ça sera toujours une question, bien sûr. Est-ce que les mouvements correspondront à ce qu'on imagine pour demain? C'est une autre question. Mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir un sursaut. J'espère qu'il va y avoir un sursaut. Et on voit bien qu'on ne va pas pouvoir tout faire. Derrière, il y a le mot qui apparaît de renoncement. Et là, on a l'impression, dans le début de débat qui a poursuivi ce moment-là, personne n'a envie de renoncer à quoi que ce soit. Par exemple, renoncer à avoir 26 degrés partout, tout le temps, et maîtriser 26 degrés partout, c'est plutôt l'inverse qu'on entend. Comment on arrive à parler avec ces interlocuteurs, qui peuvent être les maires des communes, etc., pour les aider à avancer sur cette question du renoncement? En fait, tout simplement en expliquant qu'il y a des fonctions vitales à préserver, vraiment, il y a des choix vitaux à effectuer. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut se poser la question de prioriser qu'est-ce qu'on va préserver et qu'est-ce qu'on ne va pas préserver. Et surtout, comment on renonce et pas en n'étant pas forcé. Et donc, il y a une histoire de chronologie, il y a une histoire d'acceptation progressive qu'il va falloir mettre en place. C'est ça hein, dont tu voulais parler, parce que en fait, on a beaucoup parlé de cette question de renoncement, de comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens acceptent. Ben, en fait, il ne faut pas leur vendre le renoncement, il faut leur vendre qu'on choisit ce à quoi on renonce. Parce que sinon, en fait, on va renoncer, mais de manière non choisie. J'avais envie aussi qu'on aborde un tout petit peu la question du lien entre adaptation et atténuation. Et que, en tout cas ici, on n'oppose pas les deux, et que peut-être même que l'adaptation, l'atténuation, c'est la première étape pour réussir Ouais, c'est même pas la première étape, c'est deux faces d'une même pièce, le rapport du... deux faces de la même pièce. Ouais, le rapport du Haut Conseil du climat le dit comme ça. En fait, le gros avantage de l'adaptation, c'est que, et de l'adaptation contrainte, de l'adaptation dans un cadre de crise et dans un cadre de manque de moyens, c'est que de toute façon, dans un cadre de manque de moyens, l'adaptation ne sera que une adaptation qui peut répondre en même temps à l'atténuation. Puisque de toute façon, quand on veut s'adapter avec peu de moyens et avec des méthodes qui sont low-tech, qui répondent à la question de peu de moyens, en fait, on fait à la fois de l'adaptation et de l'atténuation. Et ça, c'est le gros avantage qu'on a si on parle d'adaptation dans un cadre de moyens contraints. Du point de vue de l'immobilier de l'État, cette vision systémique, comment est-ce que on l'aborde? On est encore aujourd'hui dans des réponses uniques, classiques, et comment est-ce qu'on peut passer à la question systémique, à la réponse systémique au sujet? Est-ce que vous commencez à vous poser ce type de questions? Vous avez de drôles de questions. Elles sont bizarres les questions. Alors, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que des discours totalement inentendables il y a 3 ans intéressent énormément aujourd'hui. Pour vous donner une idée, on a opéré là depuis quelques mois un véritable glissement sémantique. Donc on ne parle plus d'écologie, on ne parle plus d'environnement, on parle encore moins de développement durable. On va parler de sécurité, de préservation des activités, évidemment de santé pour la population. Et donc de plus en plus, on parle de résilience. Et d'ailleurs, notre feuille de route principale à la direction de l'immobilier de l'État aujourd'hui, c'est une feuille de route résilience. Voilà, il y a plein de périls, il y a le péril climatique. Alors peut-être que ça ne vous aura pas échappé aussi que le ministère des Armées parle de plus en plus d'un conflit de haute intensité. Bref, on évolue dans ce monde sous contrainte. Et là, on est en train de... alors, ça prend du temps, il faut conceptualiser tout ça, il faut comprendre de quoi on parle exactement, il faut comprendre où sont nos forces, où sont nos faiblesses, pour architecturer une réponse à la hauteur. Et ça ne s'improvise pas. Mais encore une fois, c'est en train de bouger très vite. C'est un vocable que de plus en plus d'agents et surtout de hauts fonctionnaires, de hauts décideurs sont en train de s'approprier. Et pour moi, c'est vraiment un changement de paradigme. Et le hors-silo Et ça, c'est un autre point qui est extrêmement important. Et là, pour le coup, je milite, et c'est plus moi qui parle mon nom propre, mais qui dit systémique dit évidemment que les acteurs doivent se parler. On a des organisations qui sont extrêmement silotées, on est tous experts de quelque chose. On a du mal à prendre de la hauteur et à regarder ce que font les petits copains, parce que adapter des bâtiments de l'État, les rendre résilients à cet ensemble de risques, mais si de l'autre côté, vous avez des agents qui ne sont pas en bonne santé, que les fluides, que l'énergie n'arrive pas, pour vous donner quand même quelques exemples,
la cellule de crise de la préfecture de Bourgogne-Franche-Comté, en fait, leur clim, elle a pété la semaine dernière. Donc, ils ont géré comme ils ont pu la clim avec je ne sais pas combien de degrés dans les locaux. Mais voilà, c'est des choses qui sont en train d'apparaître un petit peu dans tous les sens. Donc, pour ça, il faut Donc, ils n'ont pas pu accompagner les gens parce qu'eux-mêmes n'étaient pas dans une situation... Ça a été plus difficile, disons. Mais en tout cas, voilà, il faut connaître, mais c'est ce qui explique très bien Laurent dans son livre, il faut connaître son territoire, il faut connaître ses acteurs, il faut connaître ses interdépendances dans un environnement mondialisé, globalisé, où voilà, on a des objets techniques qui nous entourent dans tous les sens et qui créent autant de vulnérabilité. Voilà, donc l'État commence à s'y mettre, mais il faut qu'on s'y mette collectivement. Et pour pouvoir faire systémique, il faut évoluer aussi dans nos métiers. Magali, vous, dans votre position d'urbaniste, on est un peu intégré. C'est un métier où aussi on intègre pas mal de métiers. Et vous avez expérimenté cette approche systémique dans votre territoire. Qu'est-ce que vous pourriez faire comme recommandation pour continuer à avancer, faire en sorte qu'on sorte des silos? Alors, je ne me permettrai pas de faire la leçon, parce que je pense que c'est la première leçon à faire, de ne pas faire la leçon. En fait, nous, on s'est dit, c'est un peu la déprime, là, tout ça. Moi, ça fait sourire, la déprime. C'est compliqué. Nous, on n'est pas hyper technique. Bon, par contre, on sait que ça existe et qu'il y a des gens qui font ça très bien. Donc, on a posé tout ça de côté et on s'est mis d'accord sur un projet qui nous faisait envie. On a embarqué, en fait, on a dessiné un projet, une feuille de route, un petit programme qui nous faisait envie. Et ensuite, on est allé chercher les partenaires et la technique pour la faire rentrer. Mais comme on a emmené avec du désir, avec de la joie, ça s'est fait en fait. Et de façon générale, c'est ce que je constate parce que on continue sur la lancée avec le CEREMA. En fait, on développe la résilience au travers de la boussole. On l'expérimente sur notre territoire. Donc la boussole du CEREMA, il y a quelques pages dessus aussi dans le bouquin de Laurent. Et puis des belles pages sur un site internet pour retrouver la boussole. Et du coup, c'est vraiment cette idée de dessiner ensemble quelque chose de un peu joyeux. Ok, c'est beaucoup de renoncements, mais c'est aussi l'occasion d'écrire un nouveau projet en fait. C'est une occasion de saisir, d'écrire un nouveau projet ensemble, d'y mettre de l'attachement. Parce qu'en fait, c'est quand il y a de l'attachement que l'émotion de l'attachement que d'un seul coup, les masses, elles se mettent en mouvement. Et nous, on l'a constaté. Et du coup, on essaye de continuer comme ça, avec la nouvelle mandature, par exemple, là, de continuer d'écrire un projet qui fédère, qu'on fait ensemble, on va avec. On essaye de se créer des leviers, en fait, pour décider ensemble. Et on n'a pas tout résolu, loin de là, on a des milliards de problèmes tous les jours. Mais en fait, voilà... Et donc justement, on va demander à Sakine Penpoint comment au CEREMA on peut appréhender cette question systémique et notamment les futurs métiers, les techniciens qui sont présents chez vous, comment est-ce que vous leur apportez l'autre partie, les soft skills dont parlait Laurent tout à l'heure? Oui, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que dans un monde avec peu de moyens, j'y reviens toujours, ce qui marche bien, et qui coûte pas cher, mais qui par contre prend beaucoup de temps et nécessite beaucoup de compétences humaines, c'est de former les gens et d'aller vers plus de souplesse. Parce qu'en fait, là, avec une telle technicité de nos bâtiments, de la manière dont on veut les adapter, on oublie que le bâtiment qu'on veut adapter, c'est pas que le bâtiment, c'est la parcelle, c'est la ville, c'est tout son quartier. Et en fait, à la fois, les vulnérabilités, elles viennent du territoire, c'est-à-dire que si on a un plein milieu de chaleur urbain, c'est un problème. Si on a un ruisseau qui s'inonde, c'est un problème. Mais les solutions aussi, elles viennent du territoire, et du coup, il faut désiloter toutes ces questions-là. Et si on désilote toutes ces questions-là, il faut faire parler des experts entre eux. Parce qu'à l'heure actuelle, tout est siloté et chacun a sa compétence. Et si on veut faire parler des experts entre eux, il faut travailler les compétences humaines, les relations, l'entraide,
et cette souplesse, cette flexibilité. Donc il faut vraiment se mettre dans une idée de, on arrête de vouloir être dans une espèce de compétition de moi je suis plus technique, moi j'ai la plus grosse solution, moi je... Enfin, on rentre dans une dynamique de coopération et de se dire les solutions, personne ne les a tout seul, on les a tous ensemble. Et donc, il va falloir se former. Et nous, par rapport au CEREMA, là-dedans, j'ai été recrutée au CEREMA pour ça. J'ai été recrutée au CEREMA pour mettre en lien les différentes personnes qui sont hyper techniques. Vraiment, j'ai celle qui est super technique sur la ventilation. Vraiment, j'ai celle qui est super technique sur la climatisation, celle sur les matériaux biosourcés, etc., etc. Et en fait, toutes ces compétences, il faut les faire communiquer pour trouver des couplages de solutions et les faire travailler ensemble, main dans la main. On s'approche de la fin de la table ronde et je vais vous proposer de passer le micro à Julie. On va tous essayer de chercher un mot d'espoir pour le mot de la fin. Donc je vais vous demander à chacun votre espoir, peut-être ou pas en lien avec le bouquin de Laurent. Mon espoir, on l'a dit, je crois que c'est Christophe Béchu qui l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on arrive à des élections dans moins d'un an maintenant et qu'il faudra se souvenir de la canicule. Voilà, on a des élus, des élus de tous bords qui ont été atterrants. Il faut qu'on s'en souvienne. On nous a expliqué qu'il fallait boire de l'eau, mettre un peu d'eau sur la nuque, et que tout allait bien et qu'on était prêts. Souvenons-en-nous, c'est inacceptable. Personnellement, ça me met en colère. Ils ont attaqué les scientifiques, ils ont attaqué le GIEC, en disant non, c'est de votre faute les scientifiques, vous n'avez pas su communiquer. Ça fait 30 ans que le GIEC annonce ça. Quand le GIEC revoit ses prévisions, ce que disait Sakina, en fait, on a été trop optimiste. Et voilà, toujours. Et un point aussi que j'ai, je suis désolée, je ne suis pas vraiment dans l'optimisme. et juste pour terminer, le scénario à plus 4 degrés pour la France, vous êtes sans doute tous familiers que le pire scénario du GIEC, c'est en plus 8, je crois que c'est 8,5, 8, quelque chose. 8,5. Et en fait, ce scénario-là, pour les réassureurs, on ne peut pas l'atteindre, parce que de toute façon, en résumé, on aura déjà tellement tout abîmé, etc., qu'on n'aura plus l'énergie pour cramer encore du carbone. Donc c'est ça ton signe d'espoir. Merci. Mon signe d'espoir, voilà. Non, mais il faut se rendre compte, ce que disait Sakina en introduction, c'est qu'on n'a pas le temps. Et mine de rien, on a quand même tous reparlé de prendre le temps, d'éduquer, etc. Non, on n'a plus le temps d'éduquer. Et voilà. Et les élections, c'est dans moins d'un an. Il faut s'en souvenir. C'est ça. Je passe le micro à Sakina. Alors, l'espoir de votre côté. L'espoir, d'habitude, c'est pas mon fort, mais en ce moment, je sais pas pourquoi je suis traversée par de l'espoir depuis cette canicule. C'est pas mon fort parce que vraiment, je travaille sur les questions climatiques depuis 15 ans. Et du coup, on a l'impression que ça n'évolue pas et surtout que c'est toujours de pire en pire. Mais depuis cette canicule, ce que j'ai remarqué, c'est que systématiquement, quand on voit quelqu'un, on en parle, comment ça a été, comment tu as vécu la canicule, etc., etc. Et du coup, pour moi, c'est l'occasion d'en parler à tout le monde, du changement climatique, et surtout, c'est l'occasion de parler des solutions. Donc, on parle des solutions, on n'a jamais autant parlé avec mes amis de solutions à mettre en place sur le bâtiment qui soit low-tech. On n'a jamais autant parlé de qu'est-ce qu'il faudrait faire politiquement. Donc, en fait, cet espoir, il vient du fait que, à la fois, ça a fait un réveil des consciences, et à la fois, quand on en parle de manière solidaire. On se tient au courant, on se dit « Ah, mais t'aurais pu venir chez moi !»« Ah, mais en fait... Et donc cette entraide, je suis persuadée qu'elle va naître et qu'elle va s'amplifier au fur et à mesure des crises et au fur et à mesure du fait que l'humanité se rendra compte qu'être individualiste et égoïste, ça ne sert à rien, ça ne marche pas, et surtout on a besoin les uns des autres. Et donc cet espoir, c'est l'entraide. Le gros espoir, c'est l'entraide. Et il y a d'ailleurs un festival sur l'entraide qui aura lieu là du 9 au 11 juillet. Donc je vous invite à vous renseigner sur ces questions-là. Il y a Adaptation Radicale, qui est une association qui travaille beaucoup sur ces questions-là. Donc vraiment, je suis persuadée qu'on aura socialement des gens qui se tendent la main. L'entraide, je crois. Et sinon, c'est l'association Adaptation Radicale qui fait des papotages une fois par mois pour parler de ce qu'on ressent. Et non pas adaptation intégrale. Et non. Attention, hein. C'est pas loin. Parasitage de marque. Alors Romain, le mot d'espoir. Moi, je vais prendre l'aspiration de Sakina. En fait, on a d'énormes marges de manœuvre partout. Enfin, on a construit des besoins qui sont
tellement superficielle, c'est absurde. Je travaille par ailleurs beaucoup sur le sujet de l'atténuation. Par exemple? Bah alors, je vais vous dire sur l'atténuation. Ça marche encore, ça marche pas. Il a rendu là. Tu parles très fort ou tu me fais tiens. C'est les lobbies. C'est les lobbies, voilà. C'est l'atténuation. Je parle d'atténuation, là, vous allez me dire justement. Non, mais c'est pas grave, je vais faire a cappella. Je pilote un concours d'économie d'énergie entre bâtiments de l'État. Et les premiers, en un an, ils ont divisé par 2. Ça marche. Ça marche. Parfait. C'est comme mais les premiers, comme les coupures d'électricité, on n'en a pas parlé. Mais... Ouais, on pourrait y venir. Ouais. Et les premiers, ils ont divisé par 2 leur consommation d'énergie en un an. Et pourquoi ? Parce qu'ils se sont posé la question de leurs besoins, notamment celui du confort thermique. Ils se sont rendus compte que remplir des bâtiments de chaleur pour chauffer quelques enveloppes là, de chair, c'était juste totalement débile. Enfin, c'est comme se laver les mains dans une baignoire remplie d'eau bouillante, alors qu'en vrai, juste pour passer les mains, on peut mettre des gants, quoi. Et sur l'adaptation, ça va être un peu le même sujet. Enfin, il y a plein de besoins qu'on peut re-questionner, et ça, en fait, il y a beaucoup de... Vous aimez le terme de générosité, bah voilà, il va falloir qu'on aille la grignoter un petit peu partout, et on va gagner énormément de temps, et on a besoin de ce temps justement pour avancer. Donc ça, c'est un gros motif d'espoir. Je vais en mettre un deuxième, mais qui est dans la continuité. Il ne faut pas faire le Laurent Rosset quand même. Et je ne fais pas Laurent Rosset, mais ça va vous plaire. Juste, l'espoir, c'est l'une des premières mesures d'adaptation. Alors il y a l'atténuation, mais c'est aussi de faire la fête. Voilà, il faut faire la fête pour se connaître, et parce que quand on se connaît, bah, on tient les uns aux autres, et on a plus envie de s'entraider, et voilà, moi ça me donne de l'espoir. Un apéro. On arrive à l'apéro dans quelques secondes. Magali. Alors moi j'étais évidemment beaucoup sur la solidarité aussi, mais je dirais l'attachement. C'est l'attachement qu'on peut porter aux uns et aux autres et à son environnement. Et aussi la joie, en fait, essayer de l'aborder, même si c'est grave, même si c'est dramatique, il faut voilà, garder cette joie de faire avec et de faire ensemble. Voilà. Alors, dans la continuité du faire ensemble, moi, mon message d'espoir, c'est le collectif, et on le vit au sein d'AIA tous les jours. Et c'est pour moi, c'est ce qui nous porte tous au sein du groupe. Hein, c'est cette conviction ancrée dans notre ADN chez AIA que tous ces décloisonnements, en fait, on les a déjà menés. On est au sein d'une agence d'architecture avec 800 collaborateurs, avec je ne sais pas combien de métiers différents on a au sein du groupe, mais c'est bien comme ça qu'on est persuadé, en tout cas nous, qu'on pourra essayer de prendre notre part de responsabilité et d'apporter des solutions. Et puis, deuxième mot d'espoir, c'est la solidarité aussi. Une petite anecdote, ce matin, j'étais à Lyon, dans notre agence lyonnaise, qui a la chance d'être rafraîchie. Et on a accueilli des élus du 7e arrondissement, puisqu'on est dans le 7e, et on leur a proposé de mettre en place un lieu refuge dans l'accueil, dans l'agence, puisqu'on a de la place, et on est en train d'essayer de construire ça avec eux. Chouette, et je crois beaucoup en ça, à cette solidarité de notre quartier, de nos immeubles. De votre fan club, là. Ah d'accord. Pardon, en fait, pour moi, c'est cette solidarité-là du quotidien, en accueillant son voisin. Voilà, et des lieux refuges en fait, que chaque échelle, si on réfléchit à ça, on a des solutions. Et on accueillera les Parisiens d'AIA, évidemment, quand il fait trop chaud à Lyon. Merci beaucoup. Alors, on a un mot de la fin. Donc, si vous voulez bien applaudir nos intervenantes et intervenants. Et on va demander à Cécile Gruber de venir faire le mot de la fin. Alors, peut-être que c'est plus... Non, on va rester là. Ah, d'accord. Cécile Gruber, vous êtes directrice des transitions et de la communication à l'Agence parisienne du climat. Et j'avais envie de vous demander, l'Agence parisienne du climat, si j'ai bien compris, c'est une ALEC. Oui. Et c'est quoi une ALEC? Alors, oui, en fait, on a un acteur local. Là, et on travaille vraiment à l'échelle très locale. Et une ALEC, c'est une agence locale de l'énergie et du climat, comme il en existe une quarantaine en France, et qui sont créées à l'initiative des collectivités pour mettre en œuvre de façon très opérationnelle sur le terrain leur plan climat. Et donc, nous, à l'Agence parisienne du climat, on est à peu près une 65 personnes, et on travaille sur beaucoup les enjeux climatiques, d'adaptation, et puis d'atténuation, avec un gros travail sur le secteur de la rénovation de la copropriété. C'est
47 000 propriétés à Paris, donc c'est un gros sujet. Donc on travaille en gros sur l'existant, très peu sur le neuf. Et donc notre travail, ça va être de conseiller, d'accompagner, de mettre ensemble tous les acteurs du territoire pour trouver des solutions, et puis d'outiller et d'accompagner les filières professionnelles, que ce soit les filières du bâtiment, de la rénovation, de la copropriété, ou la filière à l'échelle francilienne de l'adaptation au changement climatique. Alors, votre mot de la fin, qui serait peut-être un début de l'adaptation intégrale. Ouais, non, c'est compliqué. J'ai lu le livre, et quand j'ai lu, je me suis dit, mais en fait, bon, personnellement, ça peut être modeste, j'apprends rien, mais j'ai une Bible, et j'espère que tout le monde apprendra de ce qu'il y a dedans. Et j'apprends rien au sens où, depuis 30 ans, on sait ce que les climatologues disent, c'est notre travail du quotidien, on est dedans, c'est notre ADN, mais c'est un travail gigantesque qui a été fait là, et surtout qui permet et qui ose quand même faire des propositions qui peuvent bousculer aussi un petit peu. Donc moi je trouve très intéressant, il y a beaucoup de choses qui ont été dites là, la façon de se poser la question, vraiment de remettre en cause, on a eu beaucoup ces derniers temps, pendant la canicule, ce qu'on appelle l'adaptation réactive, donc là il y a plein de mauvaises solutions dans l'adaptation que certains politiques prennent, vous allez voir au niveau métropolitain, là, ce qui se passe, catastrophique. Donc il y a beaucoup de solutions réactives, catastrophiques qui vont être mises en place et qui en fait obèrent les solutions qu'il faut mettre en place dans une logique moyen et long terme. Et donc là on a beaucoup parlé du temps, donc il y a aussi une autre façon de concevoir, donc de passer à une adaptation transformationnelle, organisationnelle, et j'ai beaucoup été intéressée par le lien social. C'est très aussi appréhendé dans l'ouvrage de Laurent, et je pense que c'est vraiment et ça c'est important à dire, parce que le lien social, quand on travaille là-dessus, donc le concepteur il peut avoir un rôle à jouer bien sûr à toutes les échelles quand il va travailler son bâtiment, parce qu'il peut offrir ses refuges justement climatiques. Dans le neuf c'est plus facile, mais c'est pas fait constamment. Que ce soit à toutes les échelles du territoire, que ce soit à l'échelle du logement, de la résidence, du quartier, de la rue, de la ville, de l'agglomération, et plus encore, les coopérations, elles se créent évidemment entre les villes et les villes extérieures. Donc la conception, les nouvelles façons de concevoir, elles remettent complètement en cause tous les outils sur lesquels qu'on a aujourd'hui. Et je trouve que le livre elle pose bien ça. On l'a dit assez peu, mais je trouve que se poser la question, et je trouve que là, en fait, vous êtes quand même optimiste dans la façon dont vous avez abordé ce sujet, parce que franchement, je trouve que quand on dit, voilà, il va falloir faire avec le manque de moyens. Le manque de moyens, on sait, nous les collectivités, voilà, 300 millions en moins sur le fonds vert, on dit, bon, on dit, il en faut plus, on va demander plus. Mais en fait, la question c'est, et là vous l'avez dit, vous n'avez pas dit, non, il faut demander plus, vous avez dit, comment on fait avec moins de moyens, parce que les moyens, de toute façon, ils ne vont pas être extensibles, et que le périmètre dépasse celui des collectivités, de l'État, et qu'il y a des enjeux géopolitiques, etc., qui nous impactent. Donc, je trouve que vous avez posé la question un peu différemment de ce qu'on a l'habitude de poser, même si, quand même, il faut la poser. Je pense qu'aussi, les réglementations, les normes, vous disiez, il faut, effectivement, les normes, je pense qu'elles sont nécessaires, absolument nécessaires. Elles ne sont pas du tout à la hauteur, évidemment, quand on a des normes calculées sur des moyennes des 30 dernières années ou des 18 dernières années. On construit forcément des choses qui ne seront pas adaptées, donc on n'est pas du tout à la hauteur. On peut évidemment passer outre et faire plus, donc certains le font, mais sauf que c'est une minorité qui va le faire. Et moi je vois dans la profession, il y en a qui sont pionniers, qui sont en avance, qui se posent ces questions-là. Puis il y en a d'autres, il y a un besoin énorme de formation, d'acculturation, et vous l'avez dit. Et ça, il y a vraiment plusieurs mondes, plusieurs niveaux derrière ça. Nous, on accompagne des communes de la métropole, et on les accompagne de façon très opérationnelle, parce qu'ils sont accompagnés par les acteurs, par exemple, les opérateurs de l'État, sur les stratégies, les plans d'action, les opérations mettre derrière. Et puis nous, on s'est dit, mais pourquoi il n'y a que 14 collectivités qui sont accompagnées par l'ADEME? Pourquoi il y en a, je ne sais pas, 20 en Ile-de-France par le CRMA? Donc nous, on en accompagne 10. Mais vous voyez, en fait, c'est pas à l'échelle. Donc on est complètement... Et qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui? On leur propose un parcours d'accompagnement, ces collectivités, pour travailler et intégrer de façon systématique en amont, bien avant de consulter les professionnels, toutes les dimensions de l'adaptation au changement climatique dans leurs projets, que ce soit un projet bâtimentaire ou d'espace urbain. Et on les fait travailler
comme on l'a dit ici, en mettant autour de la table toutes les parties prenantes, c'est-à-dire tous les services de la ville, toutes les directions confondues, espace vert, direction d'urbanisme, direction de la voirie, etc. L'usager, donc on travaille sur les écoles, la directrice d'école est là, quand on travaille sur les crèches, les directrices de crèches sont là. Et on met tout le monde autour de la table. Et ensemble, on s'acculture, on lève les freins, on avance, et on arrive à créer vraiment derrière des plans d'action et des décisions d'investissement derrière qui vont derrière. Donc il y a toute une façon de retravailler. Et on se dit, mais ça prend du temps. Oui, par exemple, il y a une commune qui nous a sollicité l'année dernière parce qu'elle voulait être prête. Alors, c'est pas du long terme, mais enfin, c'est quand même indispensable d'avoir cette approche, de se préparer sur les solutions sans regret, comme vous dites bien dans votre ouvrage. Bah oui, ces solutions sans regret, il faut aussi les préparer. Donc, une commune qui nous dit l'année dernière, je voudrais être prête pour que mes écoles elles passent l'été cette année. Elle s'y est pris un an à l'avance, elle n'a pas encore été prête, mais elle a réussi à faire valider par son élu qui voulait de la clim partout un package de solutions passives pour toutes ces écoles. Et donc, on avance, mais à un rythme qui est extrêmement lent. Et donc, on est vraiment en dichotomie avec ce qu'on dit, l'urgence tous les jours, et puis la façon dont on a encore besoin de monter en compétences, on a encore besoin de se confronter à des réalités, etc. Donc, je veux peut-être dire que je trouvais quand même que ce que vous disiez était hyper optimiste, et que quand, par justement, exemple, votre note d'espoir à vous, voilà. à ce moment-là. Comment ? Et votre note d'espoir à vous. Bah, ma note d'espoir, c'est justement que là où on se trouve chacun, de là où on parle chacun, on puisse diffuser cette nouvelle conception d'appréhender la transformation de la ville. Et c'est à chacun de le faire autour de soi. Et on a besoin de s'entraider. Je veux dire, tous les acteurs qui sont là autour de la table ont un point de vue, ont une légitimité, et on a besoin de diffuser cette façon d'appréhender et de poser et d'oser poser la remise en cause des systèmes dans lesquels on est aujourd'hui. Et ça, il ne faut pas avoir peur de le faire, parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas peur de dire n'importe quoi, comme on l'a entendu. Donc je pense qu'il faut vraiment oser, je crois que cet ouvrage, il l'a fait, et donc voilà, tous ensemble, mon mot d'espoir, c'est d'oser dire les choses telles qu'elles sont, et prendre le risque d'être radical et de l'assumer. Voilà. Et intégral. Merci beaucoup. Le livre est disponible à partir du 8 juillet, mais on peut le commander dès maintenant sur toutes les plateformes. Donc ça, vous pouvez cliquer dès maintenant. Et sans attendre le 8 juillet, donc vous serez les premiers de chez les premiers, Laurent va s'installer derrière la table là, et va signer les bouquins une fois que vous les aurez, vous serez procurés. Les éditions du Moniteur sont là pour vous fournir votre livre, et vous serez donc les early adopters, c'est comme ça, les premiers. Voilà. Donc félicitations pour vous, en avance, vous allez tous repartir avec le livre, et donc vous avez une semaine pour le lire avant les autres. Bonne soirée à toutes et à tous, merci à vos intervenants et intervenants.